dans le cadre d'un confinement que nous réalisons en partenariat avec la revue en ligne AOC pour analyse opinion critique. Je reçois Marc Poré. Marc Poré, qui est professeur de littérature anglaise à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, qui est romanticiste, traducteur. Il a traduit en particulier Byron, Conrad, de Quincey, Anne Radcliffe. Il est aussi l'auteur de nombreuses études critiques sur Salman Rushdie, Kazuo Ichiguro, Hanif Kureishi. Il a co-dirigé la traduction des œuvres de fiction de Robert Louis Stevenson en 3 volumes pour la bibliothèque de la Pléiade. Et je le reçois aujourd'hui parce que le 27 mars 2020, c'est-à-dire 10 jours après la déclaration du confinement en France, il a donné à la revue AOC un texte qui s'intégrait dans une série qui s'appelle Relire au temps du confinement, un texte qu'il a intitulé Le vrai du faux autour du journal de la peste de Daniel Defoe, un texte de 1722. Alors, Marc Poré, peut-être, avant toute chose, pourquoi vous avez choisi ce texte qui est finalement relativement inconnu du grand public. Il intervient quasiment 3 ans après le grand chef-d'œuvre de Defoe qui est Robinson Crusoe, 1719. Pourquoi avez-vous choisi ce texte et pourquoi n'est-il pas connu des Français ? Ah, ça c'est une bonne question. Je l'ai choisi parce qu'il s'impose. C'est un des grands livres sur la littérature pandémique. Je veux dire, en Angleterre, il est particulièrement connu. C'est un classique du genre, ce qui ne veut pas dire que l'œuvre ne présente pas quelques ambiguïtés. Non, la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte qui sort de ma spécialité stricto sensu, c'est qu'il s'imposait. Enfin, je veux dire, les problématiques que rencontre cet ouvrage sont les nôtres. Elles sont strictement contemporaines. Et l'intérêt qu'il y a à lire aujourd'hui ce qui a été écrit hier pour voir comment hier interfère sur l'aujourd'hui, ça me paraît l'évidence même. Alors, précisément, Marc, vous pourriez nous resituer Daniel Defoe dans le panorama de la littérature anglaise de l'époque, de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle ? Voilà, c'est quelqu'un qui est un géant de la littérature britannique, à l'évidence, et c'est quelqu'un qui a la particularité d'enjamber, comme vous le disiez à l'instant, 2 siècles. Ces dates, je les rappelle, c'est 1660, 1731, voilà. Ça veut dire qu'il relève à la fois du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il annonce la modernité à bien des égards. Et la caractéristique principale de Defoe, c'est que c'est un écrivain, je veux dire, c'est un polygraphe. Il est touche à tout. Voilà. On lui prête au moins 300 ouvrages. Certains vont même jusqu'à dire 500 ouvrages, sous des noms de plumes différents. C'est quelqu'un qui a une passion pour le pseudonyme, le nom de plume d'emprunt. C'est quelqu'un qui aime à écrire masqué. Il s'avance toujours masqué. À nous de le démasquer, bien sûr. Et quand on cherche à le démasquer, on s'aperçoit que c'est un homme au parcours tout à fait extraordinaire. Disons qu'avant même d'être écrivain, il a été aventurier, grand voyageur, espion, marchand, journaliste, pamphlétaire. Et c'est sur le tard de sa vie, presque à 60 ans, qu'il embrasse une carrière de romancier. 1719, il a presque 60 ans et il décide, mais c'est presque secondaire dans sa carrière, de se faire romancier. Disons que il a toujours eu pour le faux et pour le vrai une sorte de vraie passion, alors pour le coup. Et j'aime à faire entendre son nom, son patronyme de Defoe, parce que ça marche en français, ça marche moins en anglais, mais il y a quelque chose de la fausseté derrière son patronyme. Un patronyme d'ailleurs qu'il a cherché à embellir, à enjoliver, parce qu'à l'origine, il faut le savoir, il s'appelait vulgairement
de manière très roturière. Il s'appelait Foe, F-O-E. C'est intéressant, entre parenthèses, parce que Foe en anglais veut dire l'ennemi, d'accord? Comme si cet écrivain portait en lui une forme d'hostilité à ce qui est l'ennemi de l'intérieur. Et ce nom de Foe devait lui déplaire, et donc il l'a anobli en quelque sorte, et il s'est fait appeler Defoe, hein, comme si c'était plus aristocratique, comme si c'était plus chic de se faire appeler ainsi. Hein, on retrouve toujours cette insatisfaction de l'écrivain devant le réel que l'on cherche toujours à embellir, à enjoliver, ou alors à noircir, hein, puisque on va se rapprocher du journal de la peste et on va voir à quel point c'est très noir. Il n'y a rien de joli là-dedans. Alors, justement, Marc, c'est quelqu'un qui est polygraphe, qui passe au fond de l'écriture du réel dans un certain nombre de cas, puisqu'il est, vous le signaliez, journaliste, et qui passe à la fiction sur la fin de sa vie, et qui revient en quelque sorte à un journalisme, mais à un journalisme très particulier, puisqu'il est très rétrospectif. Il va écrire ce journal de la peste quasiment 50 ans après que les faits se soient passés à Londres en 1665, alors même qu'il n'a que 5 ans. Voilà. Et il entreprend en réalité de décrire, de faire mémoire de cette peste, et aussi de faire un travail de démystificateur, puisque votre titre le rappelle, le vrai du faux, hein, il se bat contre en quelque sorte les fake news, à 50 ans de distance. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est que cette entreprise, j'allais dire, de mémoire et au fond de jugement? Oui, c'est même plus que 50 ans, c'est 57 ans pour être très précis. C'est ahurissant, c'est presque 60 ans donc. Hein. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il faut croire qu'il y avait une sorte d'urgence en 1722 à écrire sur la peste. Ça semble un petit peu curieux parce que en 1722, en tout cas à Londres, la peste ne menace pas de revenir, même si, effectivement, j'ouvre une parenthèse, l'histoire de la peste et de l'Angleterre, c'est une histoire à répétition. La peste n'a cessé de revenir depuis l'épisode de la Black Death, de 1348 au XIVe siècle, la peste noire, la mort noire. Depuis cette date-là, la peste est constamment revenue à Londres. On raconte même que Shakespeare avait composé son King Lear en plein épisode de confinement. C'est sans doute une légende urbaine, comme on dit. Mais enfin, bref. Non, ce qui se passe en 1722, c'est que certes, il y a une alerte du côté de Marseille. Je veux dire, la peste, la grande peste de 1720, la rumeur en est parvenue à Londres. Et donc, du coup, il y a la volonté de se maintenir dans un climat un peu d'urgence. Il y a tout simplement, je dirais, le vertige qu'il y a à se composer une sorte de parcours dans la peste, alors que à l'époque, comme vous le disiez, il n'avait que 5 ans. Et donc, du coup, pour légitimer un petit peu son entreprise, il va puiser abondamment dans les archives familiales. Je rappelle que le texte, quand il paraît de manière anonyme. C'est aussi une manière de ruser avec son identité. Et seules 2 lettres l'accompagnent, la lettre H et la lettre F. Et on pense que ceci représente ou désigne son oncle, qui s'appelait Henry Foe, ce qui expliquerait donc les 2 lettres. Je rappelle que Henry Foe, son oncle, était marchand et fabricant de selle de cheval. Bon, bref. Et donc, c'est un matériau d'abord personnel, c'est un matériau familial dans lequel il va puiser, il va ensuite chercher toutes sortes d'autres documentations. On pourrait dire que pour écrire ce journal, il a fait œuvre de sociologue, il a fait œuvre d'historien, il a fait œuvre d'ethnographe, et qu'il s'est mis dans la peau d'un contemporain du temps. Il s'est mis dans... Ça fait penser, pardonnez-moi Marc, mais ça fait penser au fond à une enquête
sur les origines, en tout cas sur le moment très particulier dans lequel il a passé une partie de son enfance. Oui, bien sûr, cette quête des origines. Hein, il y a toujours une origine à la peste. Hein. Alors, soit on pense ce que pensait pour partie Defoe, qu'elle est d'origine divine, hein, qu'elle vient comme une sorte de jugement ou de rétribution divine, hein, par rapport à certains excès, aux mœurs dissolues. Mais il y a des origines aussi beaucoup plus matérielles. Et c'est là-dessus que Defoe mène l'enquête. Il se rend compte qu'effectivement, la peste, elle est venue sans doute, hein, quelques mois avant le déclenchement, elle est venue de Rotterdam, elle est venue de l'importation de balles de coton et que la maladie, le fléau, le virus était prisonnier dans le coton, que les marchands qui importaient le coton n'ont pas voulu répandre le bruit, qu'il y avait là de la contamination, et c'est comme ça que c'est entré. Je fais cette digression apparente pour y revenir par la suite ou pour y revenir tout de suite, à savoir que l'un des facteurs qui intéresse Defoe, qui est marchand, hein, même s'il a connu une sorte de faillite retentissante à titre personnel, c'était un homme d'affaires raté à l'évidence, mais le biais de la mondialisation est quelque chose qui passionne Defoe. Et il va dire à quel point l'impact de l'épidémie, bien sûr, a été sanitaire, mais qu'il a aussi été économique et que c'est la réputation, c'est l'image de l'Angleterre comme puissance marchande qui a été profondément endommagée à la suite de cet épisode de peste. Et il raconte combien, dans tous les ports du monde, les bateaux anglais, après cette histoire de peste, ont été comme mis en quarantaine. Et donc ça lui importe, enfin je veux dire, ça le chiffonne, sans jeu de mots, ça le chiffonne parce qu'il voit que le rôle, la puissance économique de l'Angleterre vont être affectés considérablement à l'extérieur des frontières par cette grande peste. Et c'est d'ailleurs un des éléments, disons, moi qui m'a frappé dans ce journal de la peste que vous décrivez dans ce bel article, c'est les échos qu'il peut avoir avec la situation actuelle, notamment lorsqu'il décrit l'inégalité devant la maladie, les riches qui confinent à la campagne ou sur des péniches le long de la Tamise, les accusations qui sont portées contre le gouvernement. Et puis lui-même est assez critique de la quarantaine, c'est-à-dire en fait de la politique de confinement. Et puis également, surtout chez lui, la chasse aux charlatans, aux faux prophètes, à toute une population interlope qui naît en fait de la peste et qui développe du fake news. Ah oui, on peut peut-être commencer par ce dernier point parce que c'est le point qui paraît le plus saillant, mais il y en a mille autres. Effectivement, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette déchéance de rationalité, pour emprunter ce titre à l'essai de Gérald Bronner, qui s'appelle comme ça, c'est-à-dire cette hystérie collective qui s'est emparée des esprits. Defoe distingue deux temps. Il y a toujours une temporalité dans ces histoires de peste, de confinement, de post-confinement. Et la temporalité, elle est double. C'est l'avant, c'est-à-dire qu'on sentait la peste venir, mais personne ne voulait y croire. Nous avons nous-mêmes connu ça, vous vous souvenez, quand le virus était à nos portes en Italie, et nous étions persuadés que non, elle n'allait pas nous gagner. Et que notre système de santé allait être bien plus performant que celui des Italiens. Donc, l'avant, ce sont les prophéties, ce sont les superstitions, ce sont les dénégations, c'est le déni de réalité. Non, ça ne pourra pas se passer. Et puis le deuxième temps, c'est le pendant, ou bien c'est l'après. Et pendant, et alors c'est une véritable épidémie, il n'y a pas d'autre mot, de charlatans, de mages, de devins, de prophètes de malheur, d'oiseaux de mauvais augure, qui ont proliféré et qui montrent à quel point ce qui intéresse Defoe, c'est bien sûr
l'état sanitaire de sa ville, dont il se sent très proche, mais c'est aussi un terreau psychique, c'est quelque chose qui a à voir avec des mentalités. Comme si on pourrait dire ça de manière un peu anachronique, Defoe serait le premier historien des mentalités. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont le virus prend racine dans un psychisme, dans un terreau psychique, quelque chose qui a à voir. Anglaise. Pardon? Dans une psyché anglaise. Dans une psyché anglaise qu'il considère comme, dont il fait l'anatomie. Personnellement, je vois Defoe comme un grand anatomiste. Et donc, il dissèque les corps. Il y a des visions, il y a des scènes apocalyptiques de ces bubons, de ces ganglions qui distendent soit le creux des aisselles, soit les aines des malades et des mourants. Mais il y a surtout cette volonté de s'en prendre à... comment dirais-je, oui, ce psychisme anglo-saxon qui fait que il y a l'impact comment dirais-je, des guerres civiles, il y a l'impact des guerres de religion, et quand l'épidémie a frappé Londres, à l'entendre, était particulièrement vulnérable. Il y avait une sorte de vulnérabilité, de prédisposition à recevoir l'épidémie, qui fait que les querelles théologiques, religieuses, qui ont été à peine mises de côté pendant le plus dur de l'épidémie, ont aussitôt repris une fois l'épidémie passée. On est toujours à se demander, nous autres, ce qu'il en sera du temps de l'après. On fantasme beaucoup sur l'après. On se dit que ce sera sûrement mieux, ou alors, inversement, on se dit que ce sera la même chose, mais en pire. Eh bien, pour Defoe, c'est la même chose en pire. Ce qu'il a pu constater, c'est la flambée des querelles civiles, des querelles religieuses, qui, alors que considérant qu'on a vu la mort en face, qu'on s'est posé les vraies questions sur ce qu'est le passage de la vie à la mort, on pourrait, relativiser tout ça. Eh bien non, la nature humaine est telle que aussitôt, ce sont les querelles de chapelle qui reprennent le dessus, et c'en est désolant. Defoe est absolument désespéré de voir que la nature humaine est indécrottablement semblable à elle-même. Alors, Marc, justement, dans cette dimension en quelque sorte morale, puisqu'il fait aussi œuvre de moraliste, à vous entendre, est-ce qu'on ne peut pas considérer que cette description de la peste à Londres et que sa traversée, la traversée de Defoe d'un Londres empesté, est-ce que c'est au fond une sorte de traversée métaphysique d'un enfer sur terre? Est-ce qu'il y a une dimension métaphysique dans ce texte, une issue, quelque chose qui permette, au-delà du pessimisme qu'il semble avoir pour les sociétés, quelque chose qui lui fasse aborder au fond la question de sa propre finitude? Oui, certainement. Il y a de ça, mais c'est noyé, il faut être objectif. C'est noyé dans des considérations qui sont très factuelles. On n'en a pas encore parlé, mais l'ouvrage regorge de statistiques, les fameuses bills of mortality qui sont assez macabres, assez morbides. On voit défiler sur la page, on voit défiler le relevé statistique des morts. La pire semaine, c'est septembre 1665, 8000 morts. Et Defoe va même jusqu'à imaginer qu'une certaine nuit, 3000 morts ont été relevés sur le cadastre, en quelque sorte. Donc, noyé dans ces considérations-là, il y a, et ça je dirais c'est la dimension Robinson Crusoe de ce texte particulièrement hybride qu'est le journal de l'année de la peste. Il y a cet arrière-plan, comme vous disiez, il y a cette forme de surplomb, à tout moment, même au milieu de l'immanence la plus abjecte,
Hein, je veux dire, on est dans ce texte qui, par moments, c'est étouffant. Enfin, je veux dire, on arrive à peine à respirer puisque on est plongé dans les fosses communes, on est plongé dans des espèces de charrettes qui venaient chercher les morts tous les matins. Bring your dead, bring your dead. Donc, il y a ça, il y a la mort. Et les travaux de Philippe Ariès sur l'histoire de la mort et l'imaginaire de la mort ici nous seraient très précieux pour nous aider à analyser ceci. Mais au milieu de cela, il y a bien sûr, puisque Defoe est quand même le représentant même du protestant, une forme de protestantisme, j'allais dire, pur et dur, puisque je rappelle qu'il est dissenter, c'est-à-dire qu'il est non conformiste et qu'à ce titre, il est voué à une forme de marginalisation. Il n'a pas accès à un certain nombre de professions, notamment à l'université, parce qu'il est exclu, il est ostracisé. Et il représente un courant du protestantisme qui se retrouve évidemment dans son grand chef-d'œuvre qui est Robinson Crusoe, qui, à côté de considérations très matérialistes, très économiques, presque économistes, enfin je veux dire, il y a un économisme acharné dans le roman Robinson Crusoe. Mais à côté de ça, et les Français passent allègrement là-dessus, il y a les affres. Du doute, du questionnement, de l'interrogation métaphysique. De la culpabilité. Pardon ? De la culpabilité. De la culpabilité, évidemment. Effectivement, c'est une des choses qui frappe Defoe, à savoir que les gens, pendant l'épisode du confinement, ont passé leur temps à se dénoncer les uns les autres, à s'accuser les uns les autres, à se trouver des boucs émissaires. Il y a une sorte de bouc émissarisation. Enfin, je veux dire, quand j'ai relu ce texte, je veux dire, je me suis dit que les thèses de René Girard sur la violence victimaire étaient là en germe. Et c'est une mine, enfin, je veux dire, ce bouquin est une véritable mine pour toutes sortes d'approches. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, le journal de la peste de Daniel Defoe est une forme de modèle du texte épidémique? Oui, moi je serais enclin à le dire, mais ma connaissance d'objectivité, finalement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une question qui reste à trancher, dont on n'a pas encore parlé, et qui est le caractère hybride, on l'a déjà dit, presque métis, de ce texte, qui est entre le vrai et le faux. Alors bien sûr, d'un côté, Defoe démêle le faux du vrai. Se fait pourfendeur des fake news, évidemment. Mais d'un autre côté, il faut le dire, il brode, je veux dire, il arrange un peu la réalité. Ce qui le frappe, lui, c'est les histoires qui se répandent dans le sillage, si vous voulez, des morts et de la maladie. Ce qui le fascine, et on le voit allant à la pêche, en quelque sorte, aux histoires, c'est la viralité des histoires, c'est la viralité des rumeurs, c'est la viralité des ragots. Et de temps en temps, parmi les grands malades, il y a de grands délirants dont il recueille le récit, dont il se fait le chroniqueur. Et donc ces récits, ces micro-récits, je suis tenté de reprendre le terme à Régis Geoffrey, ces micro-fictions sont des embryons de fiction qu'il ramasse comme ça, bien sûr qui avortent parce que le propos n'est pas ouvertement fictif, mais on sent qu'il y a là une réserve d'histoire. Et donc du coup, ce texte est à la fois capital pour l'histoire de l'épidémie et de la, comment dirais-je, de la mise en place de ces premières mesures dictées par les biopouvoirs dont parle Michel Foucault, mais c'est aussi un magnifique ouvrage sur la viralité des histoires, la viralité du fictif, et le fait que finalement les histoires peut-être servent à tromper la mort. On n'en sait rien, mais c'est aussi une possibilité. Trompe la mort. Merci beaucoup, Marc Poré, pour cet éclairage sur ce texte-là. Alors, dernière petite question très pratique. Où peut-on se procurer la traduction
de ce texte? Où la trouve-t-on? Dans quelle édition? Écoutez, je n'ai pas d'action chez Gallimard, mais il se trouve que chez Folio Gallimard, il y a une excellente traduction dans une édition de poche que l'on peut se procurer sans problème. Et je n'interdis à personne de lire l'original en ligne. Le texte est également accessible. Il faut se plonger dans la matérialité d'un texte qui, pas plus que pour Robinson Crusoe, ne pratique l'art du chapitre ou de la ponctuation. C'est linéaire, c'est très linéaire. C'est très moderne. Voilà. Merci beaucoup, Marc Poré. Et j'espère en tout cas que nous aurons ainsi donné l'occasion et l'envie à nos auditeurs de revenir au texte lui-même. Merci infiniment et à bientôt. À bientôt, oui.